Je m'en souviens. Avec Gilles Proulx. Aujourd'hui, chers auditeurs, je vous propose un sujet vaste. Bien sûr, je vais vous faire un survol de l'histoire de la radio au Québec, qui a eu son importance à cause de la présence de personnages fort influents et la radio. Si je vous demande qui l'a inventé, vous allez spontanément me répondre Marconi. Oui, qui l'a inventé? Quelle a été son influence chez nous? Et que lui réserve l'avenir avec la multiplicité d'autres sortes de médias? Voilà autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre dans ce bref historique de la radio. C'est un Québécois, chers amis. Oui, un Québécois, Réginald Aubley-Fessenden, qui a réussi la veille de Noël de l'année 1906 à transmettre sans fil la voix humaine sur plus d'1 kilomètre, et ça se passait pour la première fois au monde. Une émission de radio avec messages vocaux et musique captée par des opérateurs radio de navires qui se trouvaient dans l'Atlantique au large des côtes des États-Unis, mais par manque de chance et surtout d'appui financier, le titre d'inventeur de la radio lui sera ravi par l'Italien Guglielmo Marconi. Et pourtant, Fessenden a projeté la voix humaine avant Marconi, au moment où Marconi en était encore à l'ère des bip-bip-bip avec sa télégraphie sans fil. Il est né à Bolton-Est, dans l'Estrie. Il a fréquenté le collège Bishop de Lennoxville, puis il a travaillé pour l'inventeur américain Thomas Edison. Si jamais un de ces dimanches allez faire une balade en Estrie, vous arrêterez justement à Bolton et vous allez voir une plaque de Parc Canada qui confirme ce que je vous dis. Marconi a mis des efforts, lui, sur la TSF, c'est-à-dire la transmission sans fil. Il a réussi en 1901 une transmission transatlantique en alphabet morse entre Cornwall et Terre-Neuve. Alors, Cornwall se trouvant en Écosse. Et il y avait là, 3200 km de distance. Et son signal va arriver à Signal Hill, à Terre-Neuve, son fameux signal avec les lettres SOS. D'ailleurs, si jamais vous allez à Terre-Neuve, en banlieue de Saint-Jean, sur la montagne, on voit là l'installation qu'avait faite M. Marconi, et on entend encore les crépitements de ces signaux de télégraphie sans fil. Curieusement, c'est au Canada que l'Italien Marconi va s'établir pour poursuivre ses recherches. Pourquoi le Canada? Parce qu'il n'y avait pas de règlement, tout simplement. Il n'y avait pas de règlement lorsque la guerre éclate et Marconi se voit frustré par les ministères de la Marine ou de la Défense, de l'Angleterre où il y avait des intérêts, des États-Unis où il y avait des intérêts. Alors les ministères vont s'emparer de ses inventions. Tout ça parce qu'on ne veut pas que ça s'éparpille et stratégiquement, ça aurait pu jouer un tour justement aux forces de la démocratie. Après la guerre, Marconi, qui a mis sur pied en 1918 sa station expérimentale, XWA, elle est installée au 173 de la rue William à Montréal. On est derrière l'École de technologie supérieure, l'ETS, ou la brasserie d'art, pour les plus vieux qui écoutent, se souviennent très bien. Et là, il cherche à exploiter commercialement son invention qui permet maintenant de transmettre la voix humaine. En 1919, Ottawa exige cette fois, parce que la petite station expérimentale qui parle, en novembre 18, XWA, n'a pas de permis et n'est pas identifiée, elle s'appelle XWA. Alors Ottawa va exiger une appellation plus canadienne aux stations de radio qui vont naître. On va adopter la lettre C pour Canada comme première des lettres d'appel. Alors XWA devient CFCF. Qu'est-ce que ça veut dire, CFCF? Ça veut dire Canada's First, Canada's Finest. La première, la meilleure, quoi. La station prétend être la première au monde à diffuser, c'est un peu prétentieux, à diffuser des émissions sur une base régulière. C'est possible, mais bien d'autres stations, les Américains ne reconnaissent jamais de ne pas être les deuxièmes, comme KDKA à Pittsburgh et WWJ de Détroit, ont la même prétention d'avoir été les premières. Il faut se souvenir que le premier animateur dans le studio de XWA,
en novembre 18, et CFCF par la suite, s'appelle Walter Darling. Et on fait ça sur une base expérimentale au début. Il parle à ses initiés qui sont tout autour, mais on n'a pas d'appareil pour capter son émission quand même. Alors, il s'adresse aux gens, il parle de choses et d'autres, et Walter Darling va dire à midi, par exemple, « Bon, bien midi, je vais aller prendre un sandwich. Revenez-moi à 2 heures, le temps d'aller me reposer, relaxer, et je reprendrai. » Alors, il avait établi une presque programmation régulière. Chose certaine, à partir de 1920, on entre dans ce qu'on appelle l'ère de la radio, qui connaîtra une croissance phénoménale. C'est l'explosion, c'est la contagion, c'est la fièvre. Il y a une date à retenir aussi un peu plus tard, celle du 22 septembre 1922, qui marque l'arrivée d'un compétiteur à CFCF et une station française qui s'appelle CKC, dont les lettres signifient Canadian Kilosical Amérique catholique, pour devenir plus tard Canadian Kilosical Amérique Canada, au fur et à mesure que l'influence de la religion s'estompe, quoi. C'est la première station radiophonique de langue française en Amérique du Nord, de dire la propagande. Propriété du quotidien La Presse, CKC va être la rampe de lancement de plusieurs des nôtres. Au début, la programmation de CKC était même bilingue et va le demeurer pour à peu près 5 ans. Et c'est bizarre. Plus on est ignorant, parce qu'apparemment nous étions ignorants dans ces années 20, alors qu'aujourd'hui on est instruit, on est bardé de diplômes très superficiels pour plusieurs, la radio n'a jamais été aussi abattardissante, vulgaire. Alors que dans ce temps-là, où on arrosait une population apparemment peu instruite, eh bien il y avait de la culture à la radio, des débats, des soirées littéraires, de la grande musique classique. Voilà le produit qui était au programme, ainsi que beaucoup de retransmissions d'émissions en provenance du Metropolitan Opera, d'émissions américaines. The largest paint and varnish makers in the world, the Sherwin-Williams Company, take pleasure in presenting the Metropolitan Opera Auditions of the Air. Ladies and gentlemen, et c'est là que Marconi va avoir l'idée géniale d'aller plus loin en introduisant cet appareil radio qui s'appelle un Marconi, dont nos grands-parents étaient si fiers dans le milieu du salon d'avoir ce beau meuble, parce que c'était un meuble plus qu'une radio en tant que telle, et on disait, regarde, je me suis acheté un beau Marconi pour pouvoir capter les émissions de ces 2 stations-là. Comment fera-t-on aussi pour convaincre les consommateurs à se procurer des récepteurs? La radio sera-t-elle accessible à tous dès le début? Alors, c'est évident qu'au début, ça coûtait très cher et c'était pas tout le monde qui, dans son salon, avait un gros appareil Marconi. Mais la fièvre étant là, l'appareil en question va atteindre les cœurs et l'imagination des curieux. Fin des années 20, va apparaître le flash publicitaire. Parce que jusqu'à ce moment-là, on disait « Cette émission vous est présentée par, je ne sais pas, par exemple, la brasserie d'or. » On parlementait autour d'un débat pendant une demi-heure. À la fin, cette émission vous a été présentée par le magasin Dupuis Frères, à titre d'exemple. Croyez-le ou non, c'est une anecdote qui va lancer le flash publicitaire à Montréal. Les Garés arrivent au studio de CKC avec un chapeau tout neuf. Et l'animateur, dont je n'ai jamais pu retrouver, mes chers amis, le nom de l'animateur en question, parce que j'ai eu l'occasion de publier un ouvrage qui s'appelle, aux éditions Libre Expression, je vous le dis en passant, « La radio d'hier aujourd'hui ». Alors l'animateur dit donc à Ovidia Légaré, « Mais t'as bien un beau chapeau aujourd'hui, mon cher Ovidia, où c'est que t'as pris ça? » Alors, le magnifique couvre-chef va devenir populaire parce que Légaré va répondre simplement « Mais j'ai acheté ça chez Michaud, le seul bon chapelier de Montréal, de la rue Craig, imaginez-vous. » Le succès va être instantané pour le chapelier Michaud qui va prendre aussitôt contact avec la station pour obtenir d'autres messages de même nature. Il va demander, par exemple, « Pourriez-vous me fabriquer un petit message de 15, 30 ou 60 secondes? » Et dorénavant, les émissions seront entrecoupées de publicité de 15 ou 30 secondes. À noter qu'à la fin des années 20, les auditoires ont considérablement augmenté
Au moins 600 000 postes privés ont obtenu un permis de réception au pays, c'est-à-dire un appareil radio où Ottawa exigeait à l'époque, vous devez avoir un permis avant d'avoir votre gros Marconi dans le milieu du salon. Alors, comme vous voyez, ça commence à faire pas mal de monde. La radio se transforme peu à peu en moyen de communication de masse. Et à chaque décennie, la radio change de personnalité. Et durant les années 30, elle explose. Ça devient la décennie de l'âge d'or de la radio. Mais il faut que je complète la décennie 20, parce que c'est cassé apparaît en 22. Qui est-ce qui s'intéresse pour avoir des postes de radio? C'est bizarre. Ce sont des propriétaires de journaux. Comme pour compléter leur information, la presse apparaissait au kiosque à 4 heures l'après-midi, vous vous souvenez, chez les plus vieux. Alors, il pouvait arriver un événement majeur dans l'actualité, et là, votre journal était périmé. C'est pourquoi la patrie va lever la main pour avoir un poste de radio qui s'appellera CHLP. Même chose chez le Nouvelliste à Trois-Rivières, le droit de Hall-Ottawa, etc. Il y aura aussi la voix gaspésienne avec CKBL en Gaspésie un peu plus tard. Alors, c'est des propriétaires de quincailleries qui vendaient des kits pour monter une antenne sur le toit de la maison, avoir un permis du fédéral, et aussi des journaux qui voulaient donc avoir des licences pour des postes de radio. Mais ça va prendre peu de temps que le fédéral va ignorer le règlement du permis parce que tout le monde va tricher en se montant une antenne et avec des patenteux fabriqués par le voisin peut-être. Ça vous démontre comment la fièvre était quand même contagieuse en faveur de ce média-là. Toujours dans cette décennie 30, l'âge d'or, apparaît le téléscripteur, vers 1933. Cet appareil permet aux radios d'être reliés aux agences de presse qui collectent et diffusent des bulletins de nouvelles pour fabriquer des petits bulletins d'à peu près 5 minutes, c'est-à-dire choisir 7-8 dépêches, condenser tout ça dans un bulletin de 5 minutes, puisque les bulletins, comme vous le savez, duraient et durent encore à peu près ça en 3 et 5 minutes à la radio. Les radios commencent à concurrencer la presse écrite. C'est pas étonnant, d'ailleurs, que de nombreux journaux tiennent à en posséder. Comme je vous disais, la presse, qui est très fière de CKC, la Patrie, fière de CHLP, le Nouvelliste à Trois-Rivières, fier de son CHLN, le Droit à Hall-Ottawa, très fier de son CKCH, la Voix gaspésienne à son CKBL à Matane, et pour ne nommer que ces stations-là. Mais comment les journaux réagissent-ils? Craignent-ils de disparaître si les stations se mettent à diffuser des nouvelles? Les partis d'opposition reprocheront plutôt au gouvernement de ne pas faire davantage que d'en faire trop pour la défense. Alors, pas du tout. Les journaux ne sont pas plus inquiets qu'il ne faut, en autant qu'ils sont propriétaires d'un poste de radio pour pouvoir compléter leur information qui pourrait être désuète, par exemple, étant donné que la circulation du journal apparaît en fin d'après-midi dans ces années-là. L'âge d'or, la décennie 30, c'est aussi l'apparition des premiers feuilletons radio, ce qu'on appelait des radioromans. Ces émissions jouent un rôle majeur pour fidéliser l'auditoire. Personne ne veut manquer un seul épisode de ces séries quotidiennes. On fait appel à des écrivains et des scripteurs pour faire pleurer et rire les auditeurs. La pension Velder. Un texte de Robert Choquette vous est présenté par le thé Salada, les gelées en poudre Luscious de Shérif et la marmelade Good Morning de Shérif. Le premier feuilleton entre en ondes à CKC en 1935. C'est le curé du village de Robert Choquette. Mais celui qui a le record de durée, soit 26 ans, c'est Jeunesse dorée de Mme Jean Després. Et parmi les plus populaires, il faut mentionner Un homme et son péché, Séraphin, de Claude-Henri Grignon, en ondes durant 23 ans. La pension Velder de Robert Choquette, Le survenant de Germaine Guévremont, Quelle nouvelle de Jovette Bernier, qui est considérée comme la première œuvre radiophonique féministe. Et à cela, il faut ajouter les feuilletons burlesques Zézette et Nazaire et Barnabé d'Ovilla-Légaré, notamment à CKVL un peu plus tard. Alors, ces grands auteurs-là vont quand même contribuer à renforcer la langue française, puisque les textes de ces radioromans sont impeccablement respectueux de cette langue. À une époque où, dans la décennie 30 et 40,
le français n'était pas une langue répandue au travail. On avait le droit de parler français dans la pissoire ou encore entendre le curé le dimanche, nous servir un sermon en français. Mais pour le reste, tout était anglais. Alors la radio vient contribuer à renforcer la présence de la langue française grâce aux plumes habiles de ses auteurs, de ses Choquettes, de ses Després, ses Grignons, etc. Nous voici en pleine culture populaire. S'ajouteront des émissions de chansonnettes. La femme au foyer sera accompagnée pendant toute la journée par des émissions conçues pour elle. C'est pas étonnant que les publicités de savon vont être quand même très présentes, qu'on parlera donc de radio savon quand on parle d'un radio-roman. C'est seulement l'arrivée de la télé, le 6 septembre 1952, qui va venir ralentir la popularité de ce type d'émission, ces radios savon. Pourquoi? Parce que l'écran s'empare, les pensions Velder s'emparent d'un homme et son péché, s'emparent du survenant. Et là, eh bien, la télévision va détruire l'imaginaire, c'est-à-dire l'imagination qu'on se faisait, nous, à écouter à la radio avec les personnages, les bruiteurs qui étaient derrière l'animateur. Alors, vous comprendrez que ces années 60 vont sonner le glas de ce genre d'émission à la radio. Au diable l'importation. À part la patate, la patate à part, le ragoût de pâte, la soupe au pois, qu'est-ce qu'on dévore? Oh, mais la tour, la tourtière, qu'on savoure, tout entière. Quand c'est fête, ménagère, fête, des tourtières. Si la décennie 30 est celle de l'âge d'or de la radio pour les raisons que je viens de vous énumérer, nous approchons la décennie 40 qui, petit à petit, va devenir tout d'un coup plus informatrice, plus affaires publiques. Et aussi, il y a le hockey qui est arrivé dans le décor. Alors, cette décennie 40, faute de voir le match, tout le monde voudra entendre le descripteur qui s'appelle Michel Normandin pour vous faire les exploits de Maurice Richard. Il suffisait de tourner le bouton de sa radio pour entrer au cœur de l'action. Roland Baudry en 1937. Michel Normandin, c'est des voix sportives, ça. Ce seront les premiers descripteurs de matchs et à ouvrir le chemin au René Le Cavalier, Richard Garneau, Claude Quenneville et Pierre Wood même. Bonsoir, amateurs de hockey. Comme d'habitude, je vous reviens ce soir avec une autre entrevue. En 1936, un nouveau joueur va apparaître. On s'approprie donc des équipements du Canadien national dont je vous parlais pour mettre sur pied un grand réseau qui va être Radio-Canada. Oh, Radio-Canada va aviser les radios concurrentes privées dont c'est cassé. Nous offrirons des cachets. Parce qu'il suffisait de passer au micro d'un animateur, à CKC en l'occurrence, ou CHLP, dire « Je suis en vedette samedi soir à tel cabaret ou tel hôtel », pour remplir la salle. Alors Radio-Canada va ajouter les cachets pour dire que les artistes se récompensent. Mais ça ne nuira pas pour autant à CKC. Alors, cette décennie 40, je disais donc qu'on s'intéresse aux affaires publiques à cause de la guerre. Mais il va y avoir aussi du divertissement. En ondes, pendant 36 ans, de 41 au début de la guerre à 77, le poète des ondes Guy Moffett et son cabaret du soir qui penche va être là, qui va faire la promotion des grandes voix françaises, des voix féminines. Et là, on va voir des femmes apparaître au micro de Radio-Canada, dont Lisette Gervais, Diane Giguère, Andréane Lafont, Lise Payette, avec son Place aux femmes dans les années 60, dans ce cas-là. Et cette décennie, marquée par la Deuxième Guerre, oblige la radio à s'ouvrir aux affaires publiques. C'est ainsi qu'on va découvrir un grand orateur sur Oncourt qui s'appelle Adolf Hitler. Mais on va découvrir aussi avec Radio-Canada qui vont installer des cars de reportage. Oui, enfin, des cars de reportage qui vont se promener à Londres et notamment à Alger, où les troupes alliées sont intéressées, là, de diffuser de la propagande, et pourquoi pas Radio-Canada. Et on aura des cars de reportage à Montréal et Toronto également. Alors, ils vont reproduire en direct des émissions sur les effroyables bombardements de la capitale anglaise. Et une voix va se faire valoir, tout d'un coup, une voix rauque, qui va être celle de René Lévesque. Louis Franqueur à Montréal aura son émission « La situation ce soir », qui va tenir
en haleine l'auditoire, et un gros auditoire. Pourquoi ces émissions sur la guerre nous intéressent-elles? C'est parce qu'on a un beau-frère, un cousin qui est sur un champ de bataille. D'autres grandes personnalités aussi vont se faire marquer. Judy Jasmin, aux côtés de René Lévesque, Paul Dupuis, à Radio Alger, François Bertrand, Roger Beaulieu et le reporter Lévesque qui n'hésitera pas à braver les bombardements pour faire ses reportages à l'époque des V2 notamment, qui tombent sur la tête de Londres. Alors là, on le voit, la radio est un média très culturel divertissant, mais qui devient aussi d'affaires publiques. Mesdames, Messieurs, voici M. Louis Franqueur, journaliste, dans une de ces causeries quotidiennes que Radio-Canada vous présente sous la rubrique « La situation ce soir ». Mesdames et Messieurs, quand on vous dit qu'il n'est rien de nouveau sous le soleil... Après la guerre, le 3 novembre 1946, va apparaître CKVL. Et Jack Titelman, qui est de la communauté juive, a de la misère à se faire imposer, puisqu'à Verdun, le clergé, Monseigneur Richard, est réticent à mettre entre les mains d'un membre de la communauté juive une radio qui pourrait influencer nos cerveaux. Il y a un débat qui se fait dans le journal local Le Messager. C'est une figure dominante, le docteur A.D. Archambault, qui tranche, et en faveur de CKVL. CKVL est au courant qu'au lendemain de la guerre, il y a eu des chanteurs en France qui avaient justement donné des spectacles devant les troupes nazies lorsque l'Allemagne occupait la France, et ils sont comme dans un purgatoire. Il va donc pousser au maximum l'exploitation et la connaissance des chansons françaises. CKVL devient le fer de lance de la chanson française. Engage justement des gars comme Jacques Normand, Jean Coutu, Guy Moffett, Félix Leclerc, qui enregistrent des chansons dans son studio. Pierrette Champeau va devenir la première femme reporter artistique de Montréal. CKVL devient un leader et un compétiteur très sérieux de CKAC, qui règne toujours en reine et maîtresse. 1954 annonce la venue de CJMS, Canada, je me souviens. Une station qui a énormément de difficultés à se faire une place au soleil. Une coïncidence encore une fois. Presque au bord de la faillite, André Ruffiange, qui est le directeur des émissions, rencontre un jeune Français qui est un acrobate et qui donne un spectacle au Montmartre. Il est là pour un mois. Le même Français se confie à lui, j'aimerais ça rester à Montréal. Pourrais-tu m'avoir un job? Ruffiange lui répond, malheureusement, je dirige un poste au bord de la faillite. Si tu veux, je vais te donner un micro la nuit. Alors le gars en question occupe la nuit et se nourrit en faisant de petites mentions publicitaires pour un motel ou pour un distributeur de poulet ou encore un restaurant chinois, mais cela ne peut pas durer. Quand soudainement un matin dans une radio police, car dans les postes de radio, nous avons des radios de la police, nous captons un message qui dit qu'un désespéré veut se jeter en bas du pont Jacques-Cartier. Le jeune Français en question, qui est un acrobate avant tout, s'offre au reporter de service pour aller sur les lieux et dissuader la police et lui permettre à lui de monter là-haut et aller chercher le jeune homme. Le gars va réussir habilement, se fait photographier dans le Montréal Matin et le lendemain, hop, le jeune Français devient Frenchy Jarreau, qui va être l'as reporter et qui va influencer un autre jeune reporter qui l'admire, qui s'appelle Claude Poirier. Et Frenchy Jarreau va aussi se vanter plus tard d'avoir ouvert les lignes, de créer les tribunes téléphoniques à discuter d'un sujet ou d'un autre. La réalité est tout autre, c'est Roger Lebel qui, le premier, en 1957, avait ouvert les lignes, mais pour parler surtout à cette époque de hockey. Cette décennie 50 bouleverse les radiodiffuseurs. Il y avait par exemple des panneaux réclames dans la vallée du Niagara qui annonçaient la venue prochaine de la télé et demandaient aux radiodiffuseurs s'ils étaient prêts. « Are you ready, broadcasters? » Peu de diffuseurs s'occupaient de cela, sauf CKVL avec Jack Titelman, qui était le promoteur de la chanson française, qui avait quelques radios-romans à son antenne, mais perspicace. Il avait vu aussi qu'en 1952 apparaît à la télévision américaine un gars qui va bouleverser complètement l'univers de la chanson qui s'appelle Elvis Presley. À cela, rajoutons l'invention, qui est arrivée un peu auparavant, de la radio transistor où les jeunes amènent leur radio au bureau, à la plage ou à l'usine et on bouleverse ainsi la composition des auditoires. Alors la radio va devenir soudainement
hautement américanisé dans le cas de CKVL, où Léon Lachance devient la grande vedette, le disc jockey des palmarès américains. Jacques Duval, qui faisait la promotion du disque canadien, se voit perdre de l'altitude tellement le disque français ne rayonne plus tout d'un coup. Autre époque, autre mœurs, comme vous le voyez. Cette décennie 50 bouleverse. Mais en 60, comme je vous le dis à chaque décennie, la radio change un peu de portrait. C'est l'éveil québécois avec Jean Lesage, l'équipe du Tonnerre, René Lévesque, etc. Le mouvement indépendantiste qui va naître, le FLQ qui va manifester ses premiers coups, et le deuxième vers la fin de la décennie 60. Va émerger donc une nouvelle culture par la fierté, l'identitaire. CKLM va naître en 62, annoncer que 24 heures par jour ne tournera que des disques français québécois en ondes. On répond à un courant. Va émerger aussi dans la population un peu partout des boîtes à chansons, les Gilles Vigneault, les Leclerc, qui avaient été boudés au lendemain de la guerre, eh bien, redevient une vedette. Pierre Calvé, combien d'autres, j'en oublie, et évidemment René Claude, qui est une des leaders parmi ces chanteuses de boîtes à chansons, deviennent des grosses vedettes. Cette décennie 60 en est une du bouillonnement politique. Pourquoi? Parce qu'on rajoute dans l'actualité internationale des événements. De Gaulle qui va décoloniser l'Afrique, De Gaulle qui va céder l'indépendance à l'Algérie, De Gaulle qui vient ici et lance son Québec libre. Il y a aussi Fidel Castro qui a pris le pouvoir, Jean Drapeau qui a pris le pouvoir, qui annonce un temps nouveau ici, l'Expo notamment. Ensuite de ça, il y a la mort de John Kennedy qu'on admire, va suivre celle de Martin Luther King, également celle de Robert Kennedy. Comme vous le voyez, cette décennie 60 est une manne d'événements pour le jeune reporter qui se trouve à la radio. À partir des années 80, eh bien là, on assiste, mes chers amis, à la transformation de la radio où le AM est moins populaire. Place au FM et un autre type, à cause de la qualité du son, un autre type de radio. 1995 apparaît justement dans le décor radiophonique la radio Ville-Marie à 91,3 Montréal. On proclame Sainte-Claire la patronne des gens de la radio. Le savent-ils, ces artisans qui œuvrent dans cette merveilleuse industrie, qu'ils ont une patronne qui s'appelle Sainte-Claire?